Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Politique qui s'intéressera aujourd'hui au Nigeria. Les Nigérians se sont réveillés hier sur le nom de leur nouveau président, Bola Ahmed Tinubu. Tinubu succède à Muhammadu Buhari, qui s'est empressé d'ailleurs de le féliciter, son adversaire, par tweet. Faut dire aussi que Tinubu, adversaire au présidentiel de Buhari, est en revanche un compagnon de la lutte politique de Buhari, puisqu'ils appartiennent tous les deux au même parti politique, le parti progressiste, le parti au pouvoir également. Bien sûr, il y a eu de la contestation auprès de l'opposition, cela va de soi, ça relève même d'un signe de bonne santé politique dans ce pays, qui est Bola Tinubu? Quels sont les défis qui l'attendent dans ce pays à forte densité démographique? Tinubu serait-il l'homme de la situation et pourra-t-il répondre aux attentes de son peuple et de ceux qui ont voté pour lui? Pour tenter d'examiner les choses de près et d'apporter quelques éléments de réponse, nous accueillons ce soir avec nous par téléphone depuis Paris Prince Koya, docteur en sciences politiques à l'Université de Paris-Descartes, et est avec nous également Mahaman Cissé, journaliste malien. Il est avec nous par téléphone depuis Bamako. Messieurs, bonsoir et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, je vais commencer avec vous, Prince Koya. Bola Tinubu, élu président par 37% des voix, selon les résultats officiels de la commission électorale, qui a donc livré les chiffres hier. Qui est d'abord, pour commencer, Bola Tinubu? Brièvement, on va dire que Bola Tinubu, c'est un vieux de la vieille de la politique au Nigeria. C'est un cacique. C'est l'un des plus âgés donc des candidats à cette élection et donc il a remporté. Il a été l'un des compagnons de lutte politique également du précédent président Muhammadu Buhari. Et puis on peut dire qu'il est finalement le successeur de ce Muhammadu Buhari, sachant que Bola Tinubu n'est pas un jeune dans le domaine politique. Il a été justement gouverneur de l'État de Lagos, donc de l'État qui abrite la capitale économique de ce pays, première puissance économique du continent africain. Donc c'est à la fois un nouveau président, mais un vieux de la vieille, un cacique de la politique au Nigeria, notamment un second couteau du précédent président Muhammadu Buhari. Oui, alors, très bien, Prince. Mahaman Cissé, dites-nous, alors, Tinubu serait un richissime homme politique nigérian qui est d'ailleurs connu par ses aides au développement dans certaines provinces et gouvernorats du Nigeria. Il a souvent soutenu des hommes politiques pour accéder justement au pouvoir. Aurait-il choisi aujourd'hui de faire son propre plébiscite, ce qui explique en quelque sorte le slogan de sa campagne « Maintenant, c'est mon tour ». Oui, c'est vraiment maintenant son tour et il a confirmé à travers l'élection, à travers les résultats que nous avons connus hier. On peut dire, ses efforts dans le social, dans l'économie informelle ont aujourd'hui payé et surtout, sa longévité sur la scène politique, c'est surtout cette longévité. Et cette expérience qu'il a acquis, en tout cas, en forgeant durant des années aux côtés des autres et surtout de Buhari. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, oui, il a compris que c'est son tour et que nous l'attendons sur le terrain de l'action, puisque on a vu quand même des discours pompeux. On attend maintenant de voir la concrétisation de tout ce qu'il avait dit dans sa campagne. Oui, alors Mahaman Cissé, est-ce que aujourd'hui Bola Tinubu est l'homme de la situation? Et une autre question, pourquoi a-t-il attendu tout ce temps alors qu'il aurait pu se présenter pour les présidentielles et qu'il aurait pu le faire depuis longtemps? Pourquoi avoir attendu aujourd'hui? Alors peut-être c'est aujourd'hui qu'il a compris qu'il a tous les leviers pour arriver à ce niveau. Buhari pourrait être un obstacle par le passé. Aujourd'hui, c'est comme un boulevard qui s'ouvre pour lui. On peut dire qu'il a choisi le bon moment et ce qu'on peut attendre de lui, c'est vraiment une relance de l'économie, donner
une certaine valeur quand même jusqu'ici à la monnaie locale, puisque on a vu quand même ces derniers temps avec la crise, il y a beaucoup de difficultés dans ce domaine. Vous voyez, les banques, les populations se plaignent de certaines difficultés au niveau des banques et surtout la démographie qui est une réalité dans ce pays, dans ces pays fédéraux. Et ce sont autant de défis qu'il doit gérer. Il faut gérer aussi la lutte antiterroriste, Boko Haram qui en tout cas qui n'a pas été totalement vaincu. Il y a d'autres aspects qui en tout cas devaient être sa priorité. Donc on l'attend vraiment et sur le terrain de l'action et surtout les premières actions à venir pourront nous édifier davantage. Oui, Prince Koya, je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez que finalement c'est une histoire de calcul pour Bola Tinubu? Est-ce qu'il a attendu tout ce temps pour choisir le moment opportun pour se présenter aux élections? Ou est-ce que c'est un hasard tout simplement, ou le hasard qui a fait bien les choses? Non, ce n'est pas un hasard. C'est un calcul. De toute façon, devenir président de la première puissance économique d'Afrique, ça se prépare. Donc, comprenez que c'est pas un hasard. Ce sont très souvent, comme l'avait dit, des hommes riches, des hommes d'affaires, des hommes politiques, et puis accusés quelque part ensuite d'être trempés dans des affaires de corruption. Donc, ce sont des gens qui se préparent financièrement, politiquement. Voilà, il était gouverneur d'un État fédéré. Donc, ça veut dire que c'est un homme politique. Il était membre également du parti des congressistes, donc le parti au pouvoir. Donc c'est un homme politique à part entière. Et puis il faut savoir que en politique, il y a le concept, notamment dans les pays africains, il y a le concept de succession au père. C'est quelque chose qui est important. On ne tue pas le père lorsqu'il vit. On attend que le père rende l'âme ou rende son tablier pour ensuite lui succéder. Donc on peut dire que Boari était quelque part en tant que président du parti et donc qui les représentait, il était le père. Une fois que le père part, le fils a la bénédiction de son père pour aborder sereinement les prochaines échéances. Donc c'était son tour et comme il est dit, parce que le père n'y est plus, son parti lui a confié les rênes et c'était finalement à lui de passer donc de gouverneur d'un État fédéré, cette fois-ci à gouverneur de l'État fédéral, c'est-à-dire président du Nigeria fédéral. Donc dans ce sens-là, on peut dire effectivement que la succession a réussi pour en tout cas les progressistes et puis finalement celui qu'ils ont présenté a saisi l'opportunité qui lui est présentée tant bien que mal parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, peut-être qu'on y reviendra, mais il a saisi cette opportunité-là qui s'offrait à lui. Et puis pour finir, il faut dire que il y a eu une entente implicite également au Nigeria sur la succession sur des bases tribales, c'est-à-dire entre le nord et les deux suds, le sud-est notamment en pays Igbo et le sud-ouest notamment en pays Yoruba. Et lui, il est issu donc du pays Yoruba. Après un Boari du nord, on a logiquement un Tinubu qui vient donc du sud-ouest en pays nigérien. Donc, il y a aussi cette succession implicite qu'il fallait relever. Est-ce que je peux comprendre par là, Prince Koya, que finalement, Tinubu ne représente pas le changement, l'homme du changement, mais celui de la continuité, puisqu'ils émergent tous les deux, aussi bien avec le président Boari, donc son successeur, plutôt le prédécesseur, donc il présente les hommes du même parti. Écoutez, la réponse à votre question ne peut pas être linéaire ou manichéenne. Il faut prendre cette réponse avec beaucoup de recul. Bien évidemment, à principe, il est comptable des actions et des résultats du gouvernement précédent. Il ne peut pas s'en exonérer parce qu'il est membre du parti sortant. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'est pas content justement des résultats. Donc, logiquement, il porte l'une des grandes responsabilités des crises politiques, sécuritaires, sociales et économiques que traverse le pays. C'est une application somme toute logique. Cependant, en tant que président, parce qu'on suppose qu'il n'était pas dépositaire du pouvoir exécutif et qu'il l'exerçait de manière indirecte, maintenant qu'il l'est, il faut aussi lui accorder le bénéfice du doute, sachant que Tinubu n'est pas Boari, ayant toutes les pièces
n'est-ce pas, du puzzle désormais entre ses mains, on doit pouvoir lui accorder ce bénéfice du doute et de savoir comment en fait il va faire face à ces défis énormes qui se présentent à lui. Et je pense qu'on aura 50% donc de la réponse par rapport aux actions politiques et aux politiques publiques qui sera amené à mettre en place. Donc voici comment je peux répondre à votre question. Très bien. D'ailleurs, je vais reformuler ma question, ou pas du tout, puisque de toute façon, je vais la poser à Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Tinubu représente l'homme du changement ou celui de la continuité au Nigeria? Je pense plutôt qu'il est l'homme de la continuité, puisque, comme l'a dit mon co-débatteur, il incarne un peu l'héritage de celui qui est considéré comme son père spirituel dans le domaine politique. Donc, il ne peut pas incarner le changement, il peut incarner la continuité et il s'inscrit en tout cas en droite ligne de ce qui a été fait. Maintenant, peut-être le changement, c'est au niveau de l'aura que lui-même il a dans le pays, puisque quand même, il a géré il a été quand même à la tête de Lagos. Donc aujourd'hui, il va gérer Lagos quand même qui n'est pas un petit État, c'est quand même une métropole importante au Nigeria. Donc il va, on se réfère en tout cas à son discours, à ses engagements, il va suivre ce qu'il a eu à faire à Lagos. Donc c'est ce terrain qu'on peut le juger. Et on peut les juger aussi peut-être sur l'expérience qu'il a au niveau du social, puisque quand on voit son parcours, on voit quelqu'un qui est plus proche des populations, notamment les secteurs informels et autres. Donc, sur ce terrain qu'on l'attend beaucoup. Prince Koya, alors dans ces cas-là, on va rentrer dans les choses très sérieuses. Quels sont les dossiers qui attendent aujourd'hui Tinubu? Et quels sont les défis également qui l'attendent? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Déjà, l'élection marque un tout petit peu le désamour, n'est-ce pas, des électeurs, des Nigériens globalement, et donc de leur défiance vis-à-vis de la classe politique, notamment de la classe politique sortante, d'où est issu justement Tinubu. Et d'ailleurs, vous êtes témoin du taux de participation qui sera quand même extrêmement faible. On a environ 25 millions approximativement de suffrages qui se sont exprimés pour un pays, même si les enfants ne votent pas, mais pour un pays de 213 millions d'habitants. Il devra faire face donc à un déficit de légitimité qui sera évident. Déjà au sorti de cette élection, on ne jugera même ni ce qu'il va faire, ni ses politique, on sera d'abord concentré sur sa capacité à justifier sa légalité et sa légitimité parce qu'il sera vomi par plus de 50% de la population de son pays. Oui, donc, mais est-ce que son succès en tant que gouverneur de la ville de Lagos, l'une des plus grandes villes du Nigeria, ne va pas justement jouer en sa faveur? Parce qu'il faut absolument lui donner aussi cette latitude pour voir son travail. Sans doute qu'il faut lui accorder cette latitude, mais il n'est pas élu aujourd'hui en tant que gouverneur de Lagos. Oui, absolument, bien sûr. 36 États fédérés, c'est un État qui est vaste, notamment par son territoire, mais également par sa population. L'État de Lagos ne compte que parmi les 36 États fédérés du pays. Donc diriger un État fédéré, ce n'est pas diriger l'État fédéral. Les difficultés sont encore plus grandes et sont plus énormes. Et Lagos, il n'a pas créé Lagos, il a découvert une capitale économique qui existe depuis longtemps. Donc il a aussi surfé sur la puissance de la ville. On ne lui enlève rien. On dit simplement que, arrivant, il est obligé de faire face à ce problème de légitimité. Et tout ce qu'il a fait autrefois, ça ne compte plus. Oui. Il sera jugé sur sa capacité à diriger ce vaste pays de plus de 200 millions d'habitants. Ensuite, préserver la cohésion sociale qui a été justement égratignée par ce conflit et la cohésion toujours entre les peuplades du nord, du sud, du centre, du sud-est et du sud-ouest. C'est une question lancinante. Lutter contre le terrorisme et le djihadisme qui crée la désolation dans ce pays depuis 2002 avec Ansibou, puis avec Boko Haram, notamment au nord-est. Et il fallait aussi de juguler finalement les tensions ethniques
notamment nés dans les États de Rivers. Je finis par parler aussi de juguler les tensions économiques et sociales. Monsieur Maman l'avait dit tout à l'heure, les pénuries d'essence qui ont lieu depuis belle lurette dans ce pays. D'où et pas seulement, je veux dire, oui, allez-y. Oui, bien sûr, et depuis belle lurette. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dangote a voulu construire, il a fait sa plus grande raffinerie d'Afrique dans ce pays, parce que le Nigeria consomme environ par jour 65 millions de litres d'essence qu'il ne produisait pas. Et pourtant, il est le premier producteur de pétrole brut. C'était une ineptie totale. On va y revenir à cette question de production de pétrole et du fait qu'aujourd'hui le Nigeria quand même tient et joue un rôle pivot en Afrique, surtout en matière de développement. Maman Cissé, justement Bola Tinubu est-il l'homme de la situation aujourd'hui avec tous les défis et l'héritage justement de l'ancien président Buhari? Alors, on peut le juger au mot, puisque lui-même il l'a dit. Il a fait des promesses. Il faut maintenant tenir ses promesses. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Et je disais tout à l'heure, c'est lors de ses premières actions, des décisions qu'il amènerait à prendre, qu'on pourra savoir si quand même il est l'homme de la situation. Ce qui est sûr, il n'est pas étranger quand même à tout ce qui se passe comme défi dans le pays. Donc, et si il devait gouverner avec pragmatisme et surtout avec beaucoup de tact, puisque aujourd'hui, déjà, comme l'a dit Prince Koya tout à l'heure, il fallait quand même parvenir à créer une certaine stabilité sociale, puisque le conflit quand même a laissé des séquelles, a laissé des plaies ouvertes. Il fallait aujourd'hui cicatriser ces plaies et surtout aller vers, en tout cas, une certaine homogénéité dans le pays, c'est-à-dire les disparités aujourd'hui entre États doivent être levées. Il faut que le Nigeria, un pays fédéral, puisse en tout cas profiter à tout le pays. Alors aujourd'hui, le conflit ne doit pas être une esquisse. Aujourd'hui, c'est l'enjeu économique. L'enjeu est surtout économique. Je disais tout à l'heure, la démographie qui est une réalité dans ce pays et autant d'autres qu'il faut vite gérer. Donc je disais tout à l'heure et je le répète, c'est dans l'action qu'on peut les juger. Oui, alors on va dire que les Nigérians qui ont voté en tous les cas pour lui, aujourd'hui, et même ceux qui n'ont pas voté pour lui, de toute façon, il est le président de tous les Nigérians. Quelles seraient leurs attentes et sur quel axe vont-ils justement se pencher, Monsieur Prince Koya? Oui, écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a été voté, et je voulais rappeler un point tout à l'heure. Il faut savoir que la population nigériane composée environ de plus de 60% de jeunes, de manière majoritaire, que ce soit au niveau des études que l'on fait, mais que ce soit également au niveau de ce qu'on peut entendre dans des reportages, ce sont quand même des gens qui commencent à se dire on ne veut plus de la classe politique ancienne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'un des défis importants et qui lui a été signifié de manière la plus ostensible, la plus claire possible, c'était qu'il rompt drastiquement avec la manière dont le pays a été géré autrefois. Qu'il soit de la vieille classe politique, cela ne pose pas le problème, mais qu'il réfléchisse avec justement le logiciel avec lequel les jeunes Nigérians aujourd'hui fonctionnent, parce que les jeunes sont assez dynamiques dans ce pays, à tous les niveaux. Donc il y a cette crise de légitimité qu'il doit pouvoir résoudre et régler. C'est important. Il y a également la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas être la première puissance économique d'Afrique, on ne peut pas être l'une des premières puissances culturelles sans pour autant avoir la maîtrise de son territoire, notamment au nord du pays, mais aussi dans le Delta. Oui. Il est aussi important finalement à ce point de pouvoir lutter contre la pauvreté dans ce pays. Sur les 213 millions d'habitants que compte le pays, on compte environ plus de 105 millions de pauvres, c'est-à-dire de gens qui vivent encore avec moins de $2 par jour. C'est une aberration également pour un pays, l'un des premiers producteurs de pétrole d'Afrique. En plus, il ne faudrait plus qu'on entende parler dans ce pays, une bonne fois pour toutes, de pénurie d'essence,
Pour la première puissance africaine, on ne représente plus seulement le Nigeria, mais c'est tout un continent que l'on représente. Et quand on parle de la première puissance africaine, il faut qu'elle soit à la hauteur à tous les niveaux, politique, économique et social. Oui. Sinon, elle reflète ce qu'est l'Afrique. Et ça, c'est une honte pour nous tous. Donc, l'un des défis importants serait de ne plus voir justement les fils aux stations d'essence dans un pays premier producteur de pétrole et puis remédier à... Oui, cela dit, pour les fils devant les stations d'essence, il y a même des pays européens qui ont vécu cette crise. Je veux dire que la crise n'a épargné aucun pays, aussi bien en voie de développement que ceux qui se disent être développés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Prince Koya. En tous les cas, depuis la crise en Ukraine. La France ne produit pas le pétrole, la Grande-Bretagne non plus. Donc, ce sont des pays qui sont obligés d'acheter, de chercher à l'extérieur. Là, on parle d'un pays qui a sous le pied d'énormes réserves de pétrole. Donc, les cas sont un tout petit peu un peu plus nuancés, exactement. Mahaman Cissé, nous avons parlé des défis, mais dans ces cas-là, quels sont les enjeux, d'autant plus que nous vivons en ce moment une crise sur fond de toile, plutôt de crise ukrainienne aujourd'hui. Comment aujourd'hui, plutôt justement... Alors, j'en perds mes mots. Donc, Tinubu, justement. Alors, comment Tinubu va-t-il se distinguer de son prédécesseur? Oui, il doit se distinguer sur le plan économique, je le disais tout à l'heure. Oui, autrement dit, quels sont ses points forts, hein? Oui, c'est ça, tout ça, ça fait partie de l'économie. Si on arrive aujourd'hui à intégrer, par exemple, la question de la France aérienne, ça permet par exemple aux pays quand même limitrophes du Nigeria, des pays comme chez nous, au Mali et autres, d'être en tout cas interconnectés. Il y a d'autres enjeux. L'enjeu, je disais tout à l'heure, ça peut être l'enjeu de la démographie. En dehors de la démographie, il y a l'enjeu économique qui revient, puisque on parle tout de suite de la place du Nigeria. Et le Nigeria, quand même, c'est une économie, c'est quand même la première puissance économique, si je m'abuse, et qu'au niveau aussi de la CEDEAO, le poids du Nigeria puisse être senti à travers tout ce que le Nigeria a comme potentialité. Aujourd'hui, quand vous visitez certains pays de la CEDEAO, on ne sent pas cet impact de la vie économique nigérienne sur nos pays. Alors, il fallait travailler à pérenniser ça et surtout à renforcer ça, à faire du Nigeria une vitrine économique au niveau de la culture. Mahaman Cissé, juste avant de passer à Prince Koya, aujourd'hui, nous savons que les deux viennent du même parti, mais les deux hommes n'ont pas la même méthode d'opérer. Selon vous, est-ce que pour séduire justement son électorat, celui qui a voté pour lui, Tinubu, va user d'autres méthodes? Et quels seraient ses atouts justement pour pouvoir avoir un tel ascendant? Ses atouts, sinon l'atout majeur, c'est vraiment son ancrage au niveau de la société. Quand vous voyez son parcours, c'est quand même quelqu'un qui est proche des milieux économiques. Ça, ce n'est pas rien. Et quand on parle de son parcours, on parle de quelqu'un quand même qui connaît la sociologie de la sociologie politique du Nigeria. C'est un atout ou des atouts majeurs et qui vont le différencier de son prédécesseur et qui, faut-il le rappeler, était quand même un président qui a fait son temps, mais de loin, on n'a pas senti l'impact de son leadership sur le Nigeria comme on le sentait par le passé. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème majeur, mais on sent quand même. Mais ce qui revient un peu, c'est surtout que certains analystes pensent que sur le plan de l'âge, les deux ont le même, ils seront handicapés par le problème d'âge. Mais je pense que ça c'est pas une exigence. Ce qui est important, c'est que son leadership, la plus-value qu'il peut apporter à la différence de son prédécesseur, ce sont ces aspects
qui feront de lui un président rêvé voilà, par très bien. une couche importante des Nigériens. Juste pour permettre donc un dernier mot à Prince Koya, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Juste pour conclure, Prince Koya. Oui, ben, écoutez, le Nigeria, premier PIB de la CEDEAO, première puissance économique, a l'opportunité de s'affirmer comme une grande puissance démocratique dans le monde, comme un hégémon dans la CEDEAO, justement, capable aussi d'aider à la résolution des crises, non seulement au sein de la CEDEAO, sur le continent, et même, pourquoi pas, assumer le leadership africain dans le monde. C'est une formidable opportunité qui se présente au Nigeria. Cependant, ben, si ce cap n'est pas réussi, on risque pour les 4 prochaines années, de retomber dans les travers donc d'un géant aux pieds d'argile. Et c'est pas ce qu'on souhaite pour le Nigeria. Merci Prince Koya pour avoir terminé sur cette note positive. D'ailleurs, on l'attendait et c'est tout l'espoir qu'on souhaite au Nigeria et à leur nouveau président. Merci également à Maman Cissé, qui est journaliste malien. Prince Koya, vous êtes docteur en sciences politiques, mais également expert dans les questions de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Au revoir, on se retrouve demain pour un nouveau thème de politique.